Bienvenue mesdames et messieurs dans Perfect Actu. Ce sera pour une première fois qu'on puisse présenter cette émission dans ces décors. C'est un numéro spécial. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Madame Berthe Walo. Elle est cadre du parti politique Mouvement National Congolais. Et avec elle, nous allons devoir passer en revue les différentes questions d'actualité qui restent dominées, bien évidemment, par les élections. Nous sommes à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale. Dans les états-majors des partis politiques, ça bouge déjà. Les candidats se déploient déjà sur terrain. Question de préparer leur base aux prochaines élections qui auront lieu le mercredi 20 décembre. La CENI, de son côté, se prépare également. Comment prélever la température électorale sur terrain? Nous en parlons dans cette émission. Nous n'allons pas aussi oublier la situation sécuritaire qui prévaut sur la partie est de la République démocratique du Congo, sans oublier le social des Congolais, la stabilité du taux d'échange. Voilà donc des questions qui vont animer cette émission. Bienvenue, Madame Berthe Walo. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Comment ça se prépare les élections? Au niveau de votre parti, comment ça se passe? Eh bien, on prépare. On fait avec le moyen de bord, le moyen du pays, et on se prépare à affronter tous les obstacles, comme tout le monde d'ailleurs. Très bien. Alors, s'il faut faire une étude comparative, vous avez longtemps vécu en Europe, la manière dont ça se passe ici, ou la période préélectorale ou avant le préélectoral, oui, s'il faut la comparer en Europe, que pouvez-vous dire? Est-ce que ça se passe de la même manière, la manière dont ça bouge dans les partis politiques, la manière dont les candidats se préparent? Est-ce que c'est la même chose qu'en Europe? Non, c'est pas la même chose. Je dirais plutôt, c'est vraiment difficile pour moi personnellement, parce que nous sommes, moi j'ai vécu pendant très longtemps en Europe, j'ai fait beaucoup de votes, c'est-à-dire voter à autant de voix, mais ce que je vois ici, c'est vraiment ce que je n'ai jamais espéré, dans le sens où, moi je pense que si, comme je suis candidate là, par exemple, si c'était sous d'autres cieux, vous expliquez votre projet de société. Où est-ce que vous pensez que celui ou celle qui était avant vous n'a pas très bien travaillé? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter à cette population? Vous vous expliquez dans ce sens-là, et c'est par rapport à cela que la population vous donne une chance pour voir ce que vous pouvez faire pour améliorer leur quotidien. Tandis qu'ici, ce n'est pas la première fois. J'espère que ça sera. Parce qu'en tout cas, moi, dans ma circonscription, ce que je fais, je ne donne rien. Je leur dis, je vous ai amené mon cerveau. Je vous ai amené, si je peux même ajouter mon cœur avec. Parce que j'ai tout laissé, j'ai une famille, j'ai mes problèmes individuels que j'ai mis en berne pour venir essayer de trouver des solutions à des problèmes d'intérêt général. Que vous me dites, madame, amenez-moi, donnez-moi du sel, pour que je vous vote. Moi, je trouve ça incroyable. Parce que si moi, je vais aller débloquer des fonds pour vous donner ça, après, demain, je vous dois quoi? Je ne vois pas ce que je vous dois, parce que j'ai acheté votre vote. Et c'est là les tricks. Les tricks, c'est là tout le problème, en fait. Qu'il y a un peu dans nos élections, ou la tromperie, je voudrais dire par là. Quand je dis trick, c'est la tromperie qu'il y a, parce que voilà, et j'aimerais vraiment que les gens puissent voter par rapport à ce que la personne énonce, et non par rapport à ce que la personne va me donner. Je peux être la plus mauvaise des candidats, dès lors que je vous offre tel ou tel, vous me donnez. C'est vraiment la naïveté. Et je constate ça avec beaucoup de douleur. Vraiment, ça, je n'ai pas cessé de le dire à tout le monde que je croise, que ça me dérange beaucoup. Est-ce que votre message arrive à atteindre facilement votre cible dans ce contexte où vous avez en face de vous une population déjà meurtrie, une population qui, lorsqu'elle voit un candidat ou une candidate se présenter devant elle, directement, le premier réflexe, c'est d'abord l'argent, c'est le t-shirt, c'est du riz, c'est du savon. Est-ce que votre message arrive facilement à passer face à ces populations? Bon, déjà, j'aimerais nuancer pour dire que je comprends
l'espérance de la population. Parce qu'on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Et lorsqu'ils ont devant eux une personne qui croit être une autorité, je ne le suis pas. Et ils se disent, ah, on est dans la copie qui est là, l'élo. Donc, est-ce que Pessinga moi mongwa, Pessinga boye, Nazakutu Neloko, ta t-shirt à Pambarana et Kosalanga moi bien mon boy. En fait, c'est ça la réalité. Mais nous aussi, les politiques, nous n'avons pas encouragé ça. Nous n'avons pas encouragé ça. Ce que nous avons à faire, c'est de travailler dur pour améliorer le quotidien de la population, pour que dans de prochaines échéances, ils puissent voter en âme et conscience pour les meilleurs et non pas pour les plus offrants. Alors vous êtes candidate au niveau de la province du Sankourou, une province présentée comme une entité délaissée à son triste sort, alors que plusieurs ressortissants de cette province ont eu à diriger par les passés et même maintenant ou à occuper des postes de responsabilité. C'était d'abord quoi votre premier constat lorsque vous êtes arrivé là-bas et vous avez palpé du doigt les différentes réalités sur place? J'aimerais vous dire que la première fois que j'ai vu le Sankourou après des décennies, c'était quand je suis venue l'année dernière avec l'Adam de Lumumba. Et nous sommes allés à Tchumbe, après Tchumbe, nous sommes allés à Onaloa, nous avons fait des va-et-vient et puis nous avons pris l'avion pour Kisangani. Du coup, c'était comme la nuit et les jours. J'étais choquée. Pourquoi est-ce que la province de Patrice Lumumba, de Papa Wemba, de tous les vaillants tétés là que nous connaissons, est dans cet état? En fait, ça ne fait que reculer par rapport à l'époque où j'ai connu, parce que je suis née là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'à un certain âge, puis je suis partie. Le Sankourou a bien reculé. Et quand nous sommes allés au Katanga, mon étonnement c'est accru en fait. Et je crois que c'est de là, conversation avec certains aînés qui étaient déjà en politique, dont également le feu Chéribin Okende, qui m'ont encouragé pour me dire, mais venez, nous avons besoin aussi de femmes pour faire la politique, venez. Il dit, oui, venez, nous allons vous soutenir à 100%. Venez si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose. Et je crois que c'est de là aussi que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi les Sankourous comme ça? Moi, je vais aller oser. Et pour ne pas critiquer ceux qui sont là, déjà, pour moi, je me suis dit, je ne vais pas passer mon temps à critiquer ceux qui sont là ou qui ont été là hier. Je vais aller voir qu'est-ce qui les empêche de s'élever puisqu'ils sont dans le Parlement, proposer des lois pour... Enfin, le Sankourou, c'est aussi le Congo. En fait, c'est le centre du Congo. Exactement. Et qu'est-ce qui les empêche? Donc, au lieu de les critiquer, je vais aller moi aussi mettre la tête et voir. Est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est la cupidité? Ou qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Donc, au lieu de les critiquer, je suis là, postulée, et je plaide bien auprès de la population de l'Odja, du territoire de l'Odja, pour me voter. Et je crois qu'ils vont me voter. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Non, attendre le moment opportun pour lancer ce message, on risque d'être sanctionné par le CESAC. C'est ça. Oui. Donc, je retire et ben voilà. Et oui, j'espère que ça va bien passer. Et à ce moment-là, peut-être on va en reparler. Et voilà, c'est ça. Alors, si vos prédécesseurs en politique, on va le dire, ressortissants du Sankourou, n'ont pas réussi à redorer l'image ternie de cette province, vous qui venez à peine d'arriver, que comptez-vous faire exactement pour que les Congolais aient aussi une autre image du Sankourou? Moi, tout simplement, vous savez, je vais faire une petite parenthèse. À l'époque de Patrice Lumumba, lorsqu'il se battait pour libérer notre pays, il y a de ses frères autour de lui qui n'en croyaient pas, qui voyaient la souffrance, qui voyaient l'autorité coloniale, qui ne pensaient pas que l'un d'entre eux pouvait se battre et arriver à déguerpir les impérialistes de notre pays, déguerpir entre guillemets. Et Lumumba, parce qu'il avait ce désir du fond de son cœur, il s'est jeté à l'eau, mais à fond. Bien qu'il ne soit plus là pour savourer la victoire,
Mais il l'a fait pour vous et pour moi. Et nous sommes libres. Nous sommes libres. Moi, je crois qu'avec un peu de volonté, une bonne dose de volonté, avec la loi, la justice et tout de notre côté, tout est simple. Et qu'on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement faire prévaloir ce que dit la loi. On peut faire prévaloir nos prérogatives et faire ce que nous avons promis et juré de faire pour cette population, que ce soit de Bandundu, que ce soit d'où, de n'importe où, et bien sûr du Sankuru. On ne va pas aller chercher du midi à 14 h, on ne va pas aller chercher de faire la magie. Non, je ne promettrai pas ça, mais je promettrai de faire ce que le prérogative comment dire, d'un député me dit de faire. Voilà. Très bien. Vous soutenez la réélection de Félix Tshisekedi. Pensez-vous à ce jour que la population sankouroise, ou les Congolais d'une manière globale, soient fiers de la réalisation de Félix Tshisekedi le long de son premier quinquennat? Pour certains, la souffrance s'est accrue durant ces 5 dernières années. On parlait bien avant de la stabilité du taux de change. Actuellement, il y a flambé des prix sur les marchés. Les parents ne savent plus nouer les 2 bouts du mois. Il y a un paiement au niveau de l'administration publique. Pensez-vous que les Congolais soient fiers de vous porter alors que vous soutenez la candidature de celui qui est présenté comme leur bourreau? À chacun sa façon de voir les choses. Et le moment venu, moi, je pourrais leur démontrer si c'est vrai ce que vous dites, que les Sankourois pensent que l'actuel chef de l'État est leur bourreau, vous dites. Eh bien moi je pourrais leur démontrer peut-être ma façon de voir les choses. En parlant de taux d'échange, en parlant du point de vue économique, moi je ne peux pas en vouloir ni à l'autorité congolaise, ni à l'actuel chef de l'État. Parce que là où moi j'ai vécu les 40 dernières années en Europe, pour ne pas dire en Grande-Bretagne spécifiquement, le pain, nous achetions un sachet de pain comme ça, du pain coupé, à 79 pence. Ici, nous disions Sengi. Aujourd'hui, ça coûte 3 fois plus. Mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui dirige la Grande-Bretagne. Hein. Ça coûte 3 fois plus, mais la quantité est restée la même. Mais la quantité est restée la même, mais voilà. Qu'est-ce que ça change? Ce qui n'est pas le cas avec nous. Que voulez-vous? Le prix augmente et le grammage du pain diminue. J'étais ici au mois de... En fait, cette année seulement, ça fait 8 mois que je suis ici, à Kinshasa. Presque 8 mois que je suis restée à Kinshasa. C'est vrai que j'ai vu que le pain a augmenté, diminué. Je ne sais pas. Je ne dis pas que vous avez tort. Vous fréquentez peut-être les supermarchés. Vous avez peut-être plus de moyens que nous qui sommes ici en interne. Non. Nous qui recourons encore aux boulangeries de la rue et consorts. Non, non, c'est pas ça, mais sauf que je n'ai pas encore remarqué ça. Et si je remarque cela, je mettrai ça toujours dans le compte de la récession mondiale qui est presque une dépression. C'est partout dans le monde. Et la guerre en Ukraine n'arrange pas les choses. Vous savez, en Angleterre, je fais des émissions. Et une fois, je fais une émission pour expliquer comment la guerre en Ukraine allait impacter en Afrique. Un jour, un frère est venu regarder cette émission en retard, m'a dit, ah, maman Berthe, ma famille nous zoloba. Ba mindele bazo sala bitumba na bango ya ba nini yozo ya koyebisa biso ke bitumba oyo ba répercussion na yo koma na Afrique biso tozana makambo na biso na est kuna et tout. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Est-ce que vous pensez la même chose que ces messieurs-là? Quand il y a une guerre à ce niveau-là, les répercussions sont mondiales. Tout le monde en pâtit. Et la guerre en Ukraine a bien impacté le monde entier. Et ceux qui en souffrent le plus, c'est même nous. Parce que l'Europe, pour être mieux dans leur bagarre de se stabiliser, comme c'est eux
qui fixe le prix de nos minéraux, de tout ce que nous avons, c'est ici qu'ils vont encore venir pour diminuer encore nos prix davantage, pour qu'eux, ils se retrouvent par rapport à ce qui viennent de là. Parce qu'on les a augmenté les prix des semoules, de maïs, des carburants et tout. C'est surtout sur nous que ça retombe. Parce que nous parlons le capitalisme, et c'est ça. C'est le plus riche doit être toujours plus riche et le plus pauvre s'appauvrisse davantage. Et lorsque eux ils reçoivent un coup, nous on en reçoit 3 fois plus. C'est comme ça. Moi je mettrais tout ça sur le dos de tout ça. Ça n'a rien. Je ne trouve pas que ça. Déjà nous mangeons, c'est quelque chose. Parce que si vous me dites aujourd'hui qu'on ne mange plus, là je vais dire ma fille, il est très irresponsable. C'est pas possible qu'on ne mange pas. Mais on fait avec. On mange quand même. Savez-vous qu'à ces jours, les fonctionnaires et l'État ne sont toujours pas payés? Non, je ne crois pas ça. Moi, j'ai des frères. J'ai une information vraie. Les fonctionnaires ne sont toujours pas payés jusqu'à ces jours. Alors comment voulez-vous que les Congolais puissent redonner confiance à un président de la République dont le régime n'est pas en mesure d'assurer leur survie? Je ne pourrais pas débattre sur le fait que les fonctionnaires soient payés ou pas, parce que je n'avais pas cette information. Et je ne peux absolument pas discuter là-dessus. S'ils ne sont pas payés, ce n'est pas correct, mais je sais qu'il y a des raisons. Hein, et qu'au moment de les payer, il y aura probablement les récaps sur leur salaire. Mais c'est tout ce que je peux dire, puisque moi, je n'ai pas cette information, malheureusement. Vous évoquez la guerre en Ukraine qui serait à la base de tout ce que nous rencontrons, nous subissons à ces jours, comme souffrance ou calvaire. Mais est-ce que vous savez que c'est toujours sous cette même guerre Ukraine-Russie qu'on a connu des détournements en cascade? Pour ces projets 100 jours, Tilé Gelou, francophonie récemment, plus de 300 millions volatilisés comme ça. Les fonds alloués à la construction de la route Kananga-Mbujimaï. Est-ce que c'est toujours la guerre en Ukraine qui nous empêche, nous, de mieux canaliser nos ressources vers l'intérêt général plutôt que de nous en servir pour des fins propres? Non, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Et tout ça, moi, je pense que vous passez un peu à côté de comment nous avons conçu cette émission, puisque ces questions-là sont importantes. Mais je ne suis pas, puisque lorsque vous m'avez briefé, si vous m'avez dit que c'était dans ce sens-là, j'allais me préparer aussi intellectuellement de vous répondre, mais je ne peux pas débattre de quelque chose auquel je ne me suis pas vraiment... Mais c'est le bilan du président de la République. Vous allez aussi défendre? Oui, je vais défendre, puisque moi, là où je suis, avec ce que je sais que je ne voterai, je ne serai pas pour quiconque d'autre que Félix Tshisekedi. Ouais, voilà. Pourtant, au Sankourou, il n'y a même pas une pierre qui a été jetée pour que la route soit construite. Mais l'argent a été volatilisé. Il y a un problème. Il y a un problème. J'étais souvent ici à Kinshasa sous d'autres mandats. Et je voyais le Congo et je voyais Kinshasa. Je suis venu en 2019, après qu'il n'ait pris le pouvoir. Je suis venu encore et encore et encore. Et je vois le Congo, moi, avec mes yeux, je vois un Congo qui, doucement, voit une lueur, des lumières. À chacun sa façon de voir les choses. Vous avez vos yeux, votre façon de voir. Moi, j'ai le regard de l'étranger. Je sais que dans la diaspora, très souvent, nous espérons un copie-collage. Ou parce que là où nous vivons, les sociétés sont tellement organisées. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est ce qui nous attire souvent. Pas d'argent, hein, vraiment, forcément, mais l'organisation de ces sociétés-là. Et lorsque nous arrivons ici, nous regardons notre pays, puisque nous aimons notre pays, nous voulons que notre pays aussi soit comme nos pays-là. Mais il y a une chose que nous oublions aussi, c'est que ces pays-là ont l'air millénaires de guerre, leurs histoires, qui fait en sorte qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire les copie-collages, mais nous pouvons tout doucement comme les gouvernements, le pouvoir actuel,
qui aussi était de la diaspora, est en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rencontrer d'obstacles. Il rencontre d'obstacles et nous les voyons, mais malgré ces obstacles, nous notons aussi ce qui est en train de se faire de bien ou de bon. Au Sankourou, je pense que si nous voulons comparer le Sankourou de certaines époques au Sankourou d'actuel, je ne verrai aucun Sankourois venir. C'est quoi la différence? La différence, déjà, nous avons la paix. Non, la différence est que... Non, il n'y a pas que ça. Déjà, il faut être en vie pour pouvoir apprécier qu'il y a l'infrastructure ou il n'y a pas. Il faut être en vie. Dans d'autres époques, on tuait, les bâtisseurs s'entretuaient entre eux pour des raisons que vous ne comprendriez même pas. Parce qu'il y avait ceux qui se croyaient octroyer le pouvoir de vie et de mort sur les autres. Et personne ne disait rien. Déjà, au Sankourou, il y a ça et c'est un bon commencement. Et le Congo n'a pas que le Sankourou comme problème. Le Congo a d'autres provinces et surtout le Congo à l'est du pays comme un problème. Et pendant que le Congo essaye d'émerger, de sortir du tunnel où on nous a laissé pendant autant de décennies, on nous fourre toujours des coups. Et moi personnellement, j'essaie de me mettre à la place des dirigeants et je vois, vous savez, je vois ce qu'on essaye de faire. On essaie de les embrouiller, guerre à Ituri, guerre là-bas, on a fait ceci, pour qu'ils ne travaillent pas, pour qu'ils passent leur temps à chercher, à résoudre ces problèmes-là, et le moment venu, on va dire, votre bilan est négatif. Moi, personnellement, j'ai pu voir ça, j'ai apprécié. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie beaucoup le gouvernement actuel, parce que malgré l'Est du pays, ils ont pu montrer au monde entier qu'il n'y a pas que ça, le Congo. Le Congo, il n'y a pas que ça. Vous voulez nous imposer nos larmes tout le temps. Vous voulez que nous pleurnichions tout le temps. Oui, nous pleurons avec nos familles de l'Est, mais la vie continue pour ceux de l'Ouest, de l'Est, du centre, de ceci et de cela. Moi, pour ça seulement, j'apprécie aussi les gouvernements actuels. Très bien, vous appréciez le gouvernement. Mais madame, vous voulez devenir députée nationale. Vous le savez peut-être mieux que moi que la mission principale d'un gouvernement, c'est d'abord de sécuriser les territoires nationaux. Oui. Mais comment un gouvernement qui n'a pas réussi ou qui ne réussit toujours pas à sécuriser son territoire national, vous allez l'acclamer? C'est à vous de me poser la question, mais je vais quand même vous reposer une question. Alliez-vous comparer l'Est d'aujourd'hui avec l'Est, par exemple, de l'époque du président Kabila? Mais aujourd'hui, il n'y a plus que l'Est. Sous Kabila, il n'y avait que le Nord Kivu, peut-être, qui était attaqué. Aujourd'hui, c'est le Nord Kivu, c'est l'Ituri, c'est Kwamouti ici à Maïnombe, où il y a des morts. Moi, j'ai des gens. À Lubumbashi, on a parlé aussi de l'insécurité à un moment donné. Ça, c'est... Enfin, moi, j'ai des gens de l'Est qui ne jurent que par Félix Tshisekedi en disant, oui, effectivement. J'ai ces gens-là. Ils disent, c'est nous qui connaissons les égorgements. C'est nous qui connaissons les viols. Et c'est nous qui vous disons, ce que nous avons vécu avec Félix Tshisekedi est nettement mieux que ce que nous avons vécu sous d'autres régimes. Attendez, madame, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vous jure, moi, vous savez, moi, je vous ai dit que je fais des émissions, c'est-à-dire que j'ai des contacts aussi. Savez-vous que Bunagana est assiégé, ça fera bientôt 2 ans, que Kinshasa ne contrôle plus cette partie du pays? Savez-vous que dans plusieurs localités du Nord Kivu, ce sont des rebelles, des étrangers qui font la loi? Ils ont instauré l'administration, ils font payer des taxes et consorts. Comment pouvez-vous être fier d'un gouvernement qui n'arrive pas à sécuriser ses compatriotes? Je ne dis pas que je suis fier de ces faits, mais je dis qu'ils font. C'est-à-dire, même le gouvernement eux-mêmes, ils ne disent pas que ça va, nous sommes contents, on a travaillé, on en reste là. Ils continuent de travailler. C'est un conflit, c'est presque 30 ans que ce conflit-là dure. Comment voulez-vous qu'un homme vienne en 5 ans et vous voulez qu'il termine un conflit qui dure 30 ans, même pas 30 ans? L'histoire nous renseigne que cette histoire-là commence avant même l'indépendance. Avec le conflit qu'il y avait au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Lorsqu'ils se sont versés, c'est là que ce conflit a commencé. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne là en 5 ans
et qui termine un conflit de 60 ans, 50 ans, 30 ans ou même 10 ans. Il lui faut combien de temps pour mettre fin à ces conflits? Parce qu'il avait promis lui-même que s'il ne réussit pas à mettre fin à cette insécurité, son mandat doit être considéré comme un échec. C'est lui-même qui l'avait dit. Oui, ça peut être considéré comme un échec, mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant que nous ne pouvons pas lui donner une chance. Nous pouvons aussi constater. Il peut le prendre pour lui pour dire que c'est un échec pour moi. J'avais promis à mon peuple que je vais régler cette question, mais c'était plus dur que je ne le pensais. Vous comprenez? Nous tous, papa, nous tous, à un moment donné ou à un autre, on a juré sur quelque chose. Les Camerounais, ceux qui s'en étaient l'Obanga, ils étaient la combo à Maman Langaï. Mais ça arrive à un moment où tu te rends compte que c'était pas ce que je pensais. Vous savez? Mais là où on lui tire quand même un chapeau parce qu'il continue de se battre. Il n'a pas jeté l'éponge. Il continue. C'est déjà ça. Il n'a pas encore jeté l'éponge. Jusque-là, c'est encore négatif. Mais ce n'est pas la fin. Est-ce que ce n'est pas du tâtonnement? N'est-ce pas du tâtonnement? Vous, tantôt c'est l'EAC, tantôt c'est des opérations conjointes avec l'Ouganda. Il faut par moment aller voir avec la SADC. Est-ce que ce n'est pas du tâtonnement? Entre-temps, nous avons notre armée qui n'est pas à mesure de se battre parce qu'elle doit respecter l'accord de Luanda qui lui demande de déposer les armes. Il n'y a pas du... Moi, je ne pense pas qu'il y a du tâtonnement. Moi, je pense que... Puisque nous devons aussi respecter la diplomatie. Lorsqu'on fait tous ces voyages... En Ukraine, on n'a pas entendu la diplomatie. Hein. La Russie a attaqué et l'Ukraine tente tant bien que mal de répliquer. Mais pourquoi pas? Attendez. Vous aimeriez qu'il attaque? Non, mais la réciprocité fait aussi partie de certains principes. D'accord. Il y a des principes, il y a la diplomatie et... Attendez, vous savez très bien que les États-Unis d'Amérique, tous les impérialistes sont derrière Rwanda. Vous n'êtes pas sans savoir cela. Donc vous voulez, ça serait une attaque suicide en fait. Non, mais comment ça? Mais oui, ça serait une attaque suicide. La Russie n'a pas le soutien de l'Union européenne, de tous ces pays, mais ça n'empêche pas la Russie de faire la guerre. Vous n'êtes pas sérieux avec vos questions. Mais comment ça? La Russie, vous voulez comparer la Russie avec la RDC? Non, je vous donne des faits, simplement. Non, mais moi, ça aussi, c'est des faits. Vous voulez comparer la Russie avec la RDC? Je ne compare pas. Vous savez? Je compare les faits et non le pays. Si nous avions le même soutien qu'avait le Rwanda, nous prendrions le Rwanda un matin. Avant midi, nous avons déjà pris le Rwanda. Récemment, il y avait les Wanzalendo qui ont quand même haussé la tête et tout ça là. Qui est-ce que nous avons entendu commencer à hurler pour dire non, ces conflits-là doivent se terminer à travers la diplomatie, pas comme ça, pas sous les armes. C'était qui? C'était le grand United States of America. Et vous voulez qu'un leader aille contre les... Mais attendez, madame, maintenant qu'on a compris que la communauté internationale n'est pas derrière nous, doit-on continuer à compter ou à comptabiliser des morts ou nous devons continuer toujours à espérer à des solutions diplomatiques? C'est clair. Nous devons toujours continuer à espérer. Entre-temps, ce sont nos compatriotes, nos frères et sœurs qui périssent. Ils périssent moins en tout cas par rapport à l'autre régime. Moins. Moi, j'avais tous les records. Ils périssent moins qu'il y a 6 ans, je dirais. Il y a 6, 7, 8, 10. Ils périssent moins. Est-ce que le problème, c'est la fin de l'insécurité ou la diminution du nombre de morts? Non, là, c'était moi à vous répondre. Le problème, effectivement, c'est la fin. Mais vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. C'est la fin. Et nous aimerions voir une fin. Mais vous savez aussi, ça serait suicidaire d'aller vers une guerre, là où vous savez que je n'ai pas les moyens matériels de combattre ces messieurs, mais je vais quand même pour ma fierté. Vous savez, ça serait suicidaire. Ce n'est qu'une bêtise. Et si peut-être on se préparait mieux, on s'armait mieux pour faire cette guerre, peut-être. Et ce n'est pas une chose qu'on doit faire parce que c'est ce que le peuple veut. Parce que c'est ce que les gens veulent voir. On doit mieux se préparer et y aller. Accord de cessez-le-feu, Luanda, Nairobi et consorts, foulés aux pieds par les rebelles.
Entre-temps, notre armée observe, en tout cas de manière stricte, ces cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Parce qu'il s'agit de nos frères et sœurs qui continuent de mourir. On doit faire quoi? On doit observer avec passivité la manière dont nos compatriotes meurent et attendre des solutions diplomatiques, ou vous pensez qu'il faut peut-être passer aussi à la vitesse supérieure? Aucun gouvernement respectable ne va juste s'asseoir et observer. Et je ne pense pas que notre gouvernement ou nos dirigeants ont croisé les bras et observent. Je pense qu'ils sont toujours dans les offensives diplomatiques et dans des préparatifs, pardon. Voilà. Personne ne peut faire ça. Personne. Et ce n'est pas non plus une raison pour nous, Congolais, d'aller tâtonner à vouloir choisir tel ou tel, parce que je pense que M. Félix Tshisekedi n'a pas reçu, je pense que celui-là sera mieux. On risquerait d'aller même chercher le pire. Et très souvent, nous, Congolais, nous sommes, je suis désolée, je respecte mon peuple que j'aime beaucoup, parfois nous faisons montre d'une certaine naïveté. Sentimentalisme parfois. Il faut bien faire son choix, ce genre de choix. Parce que vous savez, à une certaine époque, lorsque les Occidentaux, lorsque les impérialistes, je dirais, voulaient tuer Lumumba, ils l'ont peint de communistes, des sorciers dans les églises catholiques partout. Ils prêchaient dans les églises que Lumumba était un sorcier, que c'était un communiste. Est-ce que vous savez ce que c'est un communiste? C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont venir ici, la femme, votre femme, sera la femme de tout le monde. Vos enfants, ils vont faire ce qu'ils veulent dans la communauté. C'est comme ça qu'ils décrivaient le communisme aux gens à l'église. Pour que tout le monde, tout le peuple entier puisse haïr Lumumba et qu'en fin de compte, on puisse le tuer. Et j'ai vu la même chose lorsqu'ils s'en sont appris à Laurent Désiré Kabila. Je vous dis, j'ai même ma main, honnêtement, pour dire oui, moi aussi j'ai été content de voir que il lui était arrivé quelque chose, puisque la façon dont on nous a lessivé le cerveau pour nous montrer comment il était méchant pour le Congo, qu'il était un communiste, qu'il était ceci, qu'il était cela. Et ce n'est qu'après, comme pour Lumumba, que nous nous sommes rendus compte, en fait, mon Dieu, c'était le vaillant, c'est lui qui aurait pu nous sortir de cette pétrin qu'on vient de nous prendre. Et je crains, moi, que je suis en train de voir certaines similitudes avec certaines choses qu'on cherche à salir certains leaders pour promouvoir ceux qui doivent venir et travailler pour les intérêts des étrangers. Et là, j'en appelle au peuple congolais de faire bien attention et de ne pas être naïf. C'est de la naïveté, je vous jure, c'est de la naïveté. Qui sont ces candidats qui vont travailler pour... Attendez, moi je suis de la diaspora, je vous dis, ça ce sont mes, comment dire, observations. Et donc c'est personnel? C'est pas vraiment personnel, c'est-à-dire j'ai observé ces traits comment dire, je dirais caractère après chaque événement majeur qui arrive à ce niveau-là. Samora Machel a dit un jour si je meurs, ça serait parce qu'un homme blanc avait armé un Mozambicain. Et il est mort. Il a été, comment nous savons, Lumumba, pareil. Et moi je voudrais dire ici aux Congolais de faire très attention avec tous ces campagnes à grand pompe qui viennent là de l'étranger, hein, qui déboursent l'argent pour soutenir soi-disant des Congolais, hein, pour qu'on soutienne des candidats spécifiques pour pouvoir, dès lors que vous avez les impérialistes, les occidentaux qui soutiennent un de vos frères, sachez qu'il vous a vendu. Sachez qu'il vous a déjà vendu dorénavant. Sachez-le. Parce que ces gens-là n'ont rien chez eux. Ils ont tout ici. Vous allez en Europe, vous avez des immeubles, vous avez tout ce que nous envions là-bas. Ça ne vient pas de là. Ça vient d'ici. Majoritairement du Congo. Donc, ils ont tout intérêt à ne pas laisser les Congos s'émanciper et aller de l'avant.
Et lorsqu'ils ont un leader qui leur met les bâtons dans les roues pour qu'ils ne viennent pas prendre ce qu'ils ont l'habitude de prendre, eh bien, ils vont vous mettre leurs acolytes à dos pour que vous ne puissiez pas travailler en paix. Pour qu'eux, ils viennent avec ceux-là, des contrats et de ceci et de cela. Ça ne coûte rien d'appeler un chacha. Là, je vous ai mis la puce à l'oreille. À vous entendre parler, seul Félix Tshisekedi est nationaliste et panafricaniste. Les autres candidats sont fabriqués par les Occidentaux ou les étrangers. Mais il y a des faits quand même qui vous contredisent. Notamment avec les contrats miniers signés avec des entreprises arabes qui octroient comme ça des carrés miniers ou les contrôlent même de nos minéraux à ces entreprises, des étrangers. Est-ce que finalement ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est le candidat des étrangers? Quand il faut soutenir la gratuité de l'enseignement, nous recourons à la Banque mondiale, au FMI pour obtenir des prêts. Mais pourquoi ces nationalistes ne peuvent pas travailler en interne, stopper tous ces détournements? 300 millions de dollars peuvent facilement financer la gratuité de l'enseignement, plutôt que d'aller recourir à des prêts au niveau des... Vous n'êtes pas sans savoir que ces gens-là, par exemple, que vous nommez, sont les gens qui vous obligent à prendre. Et si vous ne prenez pas les dettes lorsqu'ils vous amènent, c'est d'autres problèmes. Comment ça? Moi, c'est un dossier que je ne veux même pas trop entrer, mais nous savons et nous connaissons que ce n'est pas forcément notre gouvernement qui va aller pour leur dire donnez-nous. Ce sont eux qui s'amènent. C'est le capitalisme. C'est une façon de vous garder là à terre. On a vu le chef de l'État effectuer les déplacements vers les Émirats arabes, aller négocier des contrats. Et puis par après, nous apprenons qu'il y a des entreprises arabes qui assurent le contrôle de nos minéraux. Et il est allé négocier, je n'ai pas bien compris, les contrats qui viennent ici. Il est allé en Arabie Saoudite chercher des financements, des projets comme ça. Et quelques temps après, nous apprenons qu'il y a des entreprises arabes qui sont ici à Kinshasa et qui ont bénéficié des contrats qui leur permettent de contrôler nos minéraux. Contrôler nos minéraux, je ne comprends pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont la même mise sur nos minéraux, ils peuvent décider sur ça à tout moment. N'avez-vous pas après cela? Décider sur ça. Il y a même une initiative parlementaire d'un député national qui a câblé comme ça le ministre des Finances, celui des portefeuilles et madame la ministre des Mines. Les ressortis? Quels en étaient les ressortis? Parce que ce n'est pas un dossier de maîtrise. Mais comment voulez-vous défendre Félix Tshisekedi comme le candidat nationaliste alors que vous ne maîtrisez même pas ce qu'il pose comme moi, je ne veux pas, comme vous m'avez fait remarquer tout à l'heure, que nous ne sommes pas encore au moment des élections. Donc, il faut, je parle en gros, c'est-à-dire je voudrais que mon peuple a Fungolalisme. Donc, je leur donne des caractéristiques qu'il faut bien surveiller. Quant à nommer Félix Tshisekedi ou tel, je préfère m'abstenir encore, selon votre conseil, comme nous ne sommes pas encore au moment des élections. Mais tout ce que je sais, développé par l'Union sacrée. Vous allez vous rappeler quand le président de la République est venu à la CENI pour déposer sa candidature, au sortir de cette cérémonie, il a été clair. Il a mis en garde la population contre les candidats fabriqués par les Occidentaux. Et c'est le même discours que vous relayez sur ces plateaux. Non, ce n'est pas vrai. Et je dois être honnête avec vous, je n'ai même pas suivi, je n'ai jamais suivi ça. Je vous parle de mon expérience personnelle. Parce que moi, j'ai beaucoup, en tant que membre du mouvement national congolais Lumumba, j'ai pris tout mon temps d'étudier l'histoire, la vie, qu'est-ce qui s'est passé autour de Patrice Lumumba, et j'ai compris beaucoup de choses. Et lorsqu'on étudie Patrice Lumumba, ça veut dire que vous étudiez un peu le panafricanisme. Vous voyez un peu qu'est-ce qui s'est passé au Ghana, qu'est-ce qui s'est passé en Mozambique, qu'est-ce qui s'est passé en Rhodésie, un peu partout. Et vous tirez vos conclusions, vous comprenez facilement. Je vous dis, ce que moi je dis là, je vous dis de ma propre compréhension de comment se passe la politique chez nous, ce que les autres attendent de nous, et ils viennent toujours avec les zizanies. Lorsqu'il y a un pouvoir auquel eux ils ne peuvent pas utiliser pour avoir ce qu'ils veulent, ils vous mettent les bâtons dans les roues, ils vous créent des ennemis pour que vous puissiez déguerpir et ils mettent leurs gens qui vont les servir.
Est-ce que Patrice Lumumba est-il fier de la manière dont le pays est géré aujourd'hui, lui qui est votre initiateur du parti? Ah, si il serait. Patrice Lumumba a gagné les élections en 1960 parce que c'était un fin nationaliste. Il a demandé au Parlement, puisque le régime était parlementaire, il a demandé au Parlement qu'on ne vote pas lui, qui préférait rester le Premier ministre, puisque c'est là où il y avait le pouvoir de pouvoir diriger le pays. Il a demandé qu'on puisse voter son frère, Joseph Kasavubu, qui voulait tellement être le président de la République. Il aurait pu mettre un de ses proches collaborateurs, puisque le parent, Joseph Kasavubu, lui était carrément opposé. Mais puisque celui-ci posait des problèmes, si je ne suis pas le président, je vais rentrer dans le Bas-Congo et je vais déclencher une guerre. Il a, dans l'intérêt du pays, il a dit non, venez, travaillons. C'est de l'histoire, mais est-ce que non, je viens. J'essaie de vous répondre comme ça. Venez tous. Les Menaka, tout le monde, les Kalonji, tout le monde qui lui en voulait et qui ont fini par les tuer d'ailleurs. Il les a dit, venez. Il n'y a que le Congo qui comptait pour le Lumumba. Il n'y a que le Congo. Et dans tout ce qu'il nous a légué comme discours, que le Congo devrait compter. Il n'y a que le Congo qui compte. Et donc, lorsque nous avons un leader, même s'il a son agenda caché, on ne sait pas. Mais si dans ce qu'il fait, dans ce qu'il prône au moins, et il essaie de mettre au travail, et dans l'intérêt du Congo, Lumumba dirait, allez-y avec lui. Et uniquement en tant que lumumbiste, c'est pour ça, si je suis ici, vous pensez que je suis pour... Non, non. Je reste de l'MNC, du Mouvement National Congolais Lumumba, le parti de Patrice Lumumba. Mais s'il faut trancher, j'irai avec qui? J'irai avec Félix Tshisekedi pour les raisons là, puisque je sais que si Lumumba était en vie, il serait trop vieux aujourd'hui, mais il dirait, allez-y avec lui. Je sais, il y a l'histoire qui nous parle de l'histoire de la lettre, du crapaud et tout. Mais ça, il n'en tiendrait même pas compte. Il n'y a que l'intérêt suprême du Congo qui compterait. Est-ce que l'intérêt suprême du Congo et des Congolais compte encore aujourd'hui? Je suis tenté de revenir encore sur des cas de détournement. Ça doit compter. Sur le monde, on n'a pas parlé de détournement. Même si... Comment ça? Vous pensez que Lumumba avait été acheté et tué comme ça avec la Makase Anzete? Non. Quels sont ces membres du gouvernement, ces membres du gouvernement Lumumba, passez-moi la répétition, qui a été pointée du doigt accusateur comme auteur du détournement des millions de dollars qui pouvaient profiter aux Congolais? Ce n'est pas le cas. Il y a des gens que moi je peux pas, qui sont même en vie, que je peux vous donner, mais je pense que c'est un débat que nous ne pouvons pas entrer. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Mais Lumumba a bel et bien été acheté. Vous n'avez pas appris l'histoire où des millions de dollars ont été débloqués en Belgique vers le Congo pour acheter la mort de Lumumba? On ne parle pas la même chose. On ne dit pas la même chose. Vous venez de me poser la question. Quand on dit on débloque des millions comme ça, on débloque des millions débloqués en Belgique, pas au Congo. Ça ne reste pas moins la corruption. Ma question était celle de savoir, est-ce que si Lumumba était encore en vie, ou de là où il se trouve, en observant le Congo, Lumumba est-il fier de la manière dont le pays est géré? Je vais vous répondre. Mais je repars un peu sur la dernière question. Vous me dites, mais ça vous dites en Belgique, pas au Congo. Mais moi, je vais vous dire, qui dit l'argent qui se trouve en Belgique, dit l'argent du Congo. La Belgique, c'était un petit pays qui n'avait absolument rien. Et s'ils sont venus au Congo, c'était pour chercher, pour avoir. Et tout ce que la Belgique a, et croyez-moi, quand je vous dis tout, c'est bien tout. Tout ce que la Belgique avait, ça venait du Congo. Le pillage systématique du Congo, ce qui a fait la Belgique de ce qu'elle était et de ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on vous dit les fonds ont été débloqués en Belgique, c'est-à-dire que l'argent du Congo a été débloqué pour venir acheter la mort des fils du pays. Ça ne reste pas moins. Ça ne reste pas moins. Revenez sur ma question alors. Voilà. Avoir la manière dont le pays est géré, avoir les impayements, avoir les détournements, avoir l'insécurité qui bat son plein.
Pensez-vous que Lumumba est fier du combat qu'il a mené pour que le Congo soit réellement indépendant? Il dirait que personne n'avait encore arrivé là où j'ai donné ma vie pour que nous puissions arriver. Mais nous sommes en route. 60 ans après, vous pensez que... 60 ans après, papa, 30 années, 32 ans, je crois, de la dictature moboutiste, un des bourreaux de Mobutu, de Lumumba. La dictature de Mobutu ne l'a pas empêché de laisser quand même quelques édifices qui nous servent aujourd'hui de référence. Mobutu n'a rien laissé. Ah bon? Attendez. Mobutu n'a rien laissé de référence. En fait, c'est le dégogolage qui a pris le temps. Ce que vous voyez aujourd'hui, hein, du moins, pas aujourd'hui, mais du moins il y a 5 ans, avec Kabila, c'était vraiment le dégringolage qui a à son plein gré, à son plein, je ne sais pas, qui était arrivé à son niveau. Mobutu a pu construire peut-être le palais du peuple, la galerie ici même. C'est ça, changer le quotidien des peuples. Dites-moi vous-même, c'est pas ça. Nous avons vécu la dictature. La dictature. Les Zaïrois étaient opprimés. Ils ne pouvaient rien dire, rien faire, ni leur tata cessé à lobby. C'était ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il nous a quand même gardé aussi dans l'unité avec son, comment dire, son bras de fer. Ça a pu nous garder encore dans cette unité. Mais c'était question de temps, puisqu'il connaissait des choses. Lorsqu'il disait après moi, ça serait le déluge, il connaissait quoi? Pourquoi il n'a préparé personne pour éviter cette déluge? Donc, après lui, donc ça n'a fait que, le Congo n'a fait que. Justement, ceux qui sont venus après lui n'ont pas réussi à faire mieux que lui. Non plus. Mais maintenant, nous avons un fils du pays qui est en train d'essayer. On ne peut pas, après 60 ans... 5 ans au pouvoir, il continue encore d'essayer. Mais papa, excusez-moi. Je vais dire 5 ans, ce n'est pas 10 ans. 5 ans, ce n'est pas 60. Ces pays... En 4 ans seulement au pouvoir, vous avez Kabila a réussi à donner $100 comme solde je vais vous dire une chose. En 1991 ou en 91, comme diraient les Français, l'ONU a commandé qu'on fasse une recherche sur la situation du Zaïre ou du Congo à cette époque, du Zaïre à cette époque et du Congo maintenant, pour qu'on puisse nous dire à quel niveau se situe le pays 30 ans après l'indépendance. La conclusion, c'était que notre pays, déjà en 91, a été comme un pays qui avait connu une guerre de 100 ans. En 91. Et là, Mobutu était encore là. C'est comme ça. Le rapport de l'ONU, vous n'avez qu'à faire vos recherches. Et maintenant, dites-moi, non, en 91 jusqu'au... Vous décriez l'impérialisme, mais vous continuez encore de faire confiance au rapport par les mêmes impérialistes. Mais faites dans ces pays. Ils sont venus ici. Rapport fait dans ces pays par des impérialistes. Non, publié par eux, mais c'était commandé. Quel est ce commandé qui avait écrit ces rapports? Allez-y faire vos recherches. Ça serait mieux, vous savez que c'est toujours mieux de faire... Vous avez lu ces rapports? Alors, oui. Les conclusions. Dites à l'opinion qui nous regarde à ce moment les noms des 2 ou 3 Congolais qui ont rédigé ces rapports. Non, je ne pourrais pas le dire comme ça tout de suite puisque je ne l'avais pas, vous savez, revu, mais je vous dis que les Congolais ont participé dans cette passée-là. Si vous voulez, moi je vous enverrai et on pourra en reparler. Merci. On a terminé l'émission. En quelques secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire merci de m'avoir invité en séjour dans votre plateau. Et comme j'ai dit en passant, de dire que le moment est grave dans notre pays. Nous allons bientôt commencer à choisir notre prochain leader. C'est lui qui va encore nous conduire durant 5 ans. Que je demanderai à mon peuple vraiment d'être vigilant, de discerner leur choix. Et de savoir que nous sommes guettés comme ça. Nous sommes là et le monde entier a leurs clauses, leurs ongles comme ça sur nous. Et les choix que nous allons faire vont être vraiment, comment dire,
importante, je pourrais dire ça, important, dans le sens où si nous choisissons un mauvais leader, c'est nous qui allons souffrir. Si nous choisissons un meilleur leader, c'est aussi nous qui allons nous réjouir. Notre pays va peut-être continuer d'aller de l'avant, mais aussi nous devons être patients avec nos leaders. Parce que ce pays a pris 60 ans. Depuis les indépendances, les pays n'avaient plus vraiment été amenés vers le devant, vers l'émancipation. Tandis que nous avons des leaders qui sont tout doucement, avec les difficultés du monde, de nous avancer. Et donc, soyons aussi, je m'excuse si je termine la phrase, ne soyons pas trop indulgents, mais donnons-leur une chance de terminer leur travail. Merci beaucoup. Votre conclusion m'a poussé à vous poser encore des questions, mais malheureusement, on n'est plus par le temps. Grand merci à vous, Madame Bertoualo, pour votre disponibilité. Ce plateau reste encore ouvert pour vous à tout moment. Vous pouvez y revenir. Merci. Ça en est fini, mesdames et messieurs. C'était Perfect Actu. J'avais reçu pour vous Madame Bertoualo. Elle est du Mouvement national congolais, parti créé par Patrice Emery Lumumba. Elle est candidate à la députation nationale au niveau de la province du Sankuru. Et avec elle, nous avons discuté de toutes les questions d'actualité. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous aussi. Fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Télévision. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.